Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de cette deuxième saison de Green White Checkered, avec toujours en ma compagnie le journaliste, scénariste, BDiste et grand talent et bible accessoirement du sport automobile, LFB. Comment vas-tu mon cher ami ? Je suis flatté Maxime et je vais très bien et j'espère que toi aussi. Je suis bien content de retrouver et de vous retrouver tous. Merci pour votre fidélité. Et là, je crois qu'aujourd'hui, il y aura une très grande page F1, on va pas se mentir, parce que la fin de saison étant déjà là et avec notre lot de péripéties à chaque week-end. Mais là, on va se focaliser sur le Brésil et Interlagos et ce Grand Prix de Sao Paulo où il y a eu tous les jours quelque chose. Donc là, je crois qu'on va vraiment avoir pas mal de choses à dire, mais je te laisse nous donner le sommaire, parce qu'on a prévu aussi d'autres petites choses. Oui, tout à fait. On va parler Formule 1. Alors, on ne reviendra pas sur les autres Grands Prix, comme tu l'as dit, parce que, à part le grand sourire du père de Sergio Pérez, il n'y a pas grand-chose à se remémorer, si ce n'est quelques duels. Dans la suite de cet épisode, on va conclure, puisque vous savez que c'est à peu près la période de l'année où on conclut toutes les saisons. On en a déjà parlé auparavant. On va parler BTCC, avec la dernière manche à Brandzach il y a quelques semaines pour ma part. On parlera Supercars avec le quadruple header, dont la 3e semaine a eu lieu. Tu nous en parleras à Sydney. Et en deuxième partie, on avait envie d'évoquer le WEC, ce championnat qui s'est terminé non pas dans l'indifférence, mais face à d'autres grosses épreuves du sport auto. Il n'y a pas eu énormément d'audience, mais il y a bien eu 2 épreuves, les 6 heures et les 8 heures de Bahreïn, avec un petit peu de tôle froissée. On y reviendra, et surtout le titre de Toyota. Je pense que vous avez un très beau programme sous le nez. On salue tout de même tout le monde, puisque vous nous regardez bien sûr sur YouTube, mais aussi sur d'autres supports. Motor Racing TV notamment, on salue notre ami Frédéric Viger qui s'occupe de tout cela pour nous, sur les télévisions connectées Samsung et sur les mobiles Huawei. LFB, que penses-tu d'agiter le drapeau vert et de lancer ce 6e épisode ? Je pense que c'est une très bonne idée, tu peux y aller. C'est parti, drapeau vert. Nous entamons comme à l'habitude cette première partie de ce podcast dédié donc au sport auto avec le Grand Prix do Brasil qui... alors tu excuseras mon accent. Non, le Grand Prix de Sao Paulo. De Sao Paulo, oui, tu as bien raison. C'est vrai que ça a changé cette année. Ils ont bien aimé changer. On devrait écouter après l'Émilie-Romagne et tout ça, pourquoi pas après tout. Ça modernise un peu. Comme tu as noté que c'était le Grand Prix de Mexico City. Tout à fait. C'était pas le Grand Prix du Mexique. Alors en anglais, français Mexico, en tout cas. Un peu partout, mais en français, Grand Prix de Mexico et non pas du Mexique. Il y a pas mal d'ajustements qui sont comme ça aussi faits par la F1, notamment un nouveau logo qui a été présenté pour promouvoir la propulsion hybride depuis 2014, un petit logo hybride avec un petit éclair. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est la Formule 1, on ne s'attend pas à des monts et des merveilles. Alors là, au moment où on tourne la vidéo, l'actualité du jour, c'est enfin l'annonce chez Alfa Romeo de la fin des espoirs d'Antonio Giovinazzi qui cède son baquet à Guan Yu Zhou, le pilote chinois qui voulait absolument un contrat supplémentaire de plusieurs années avant de s'engager avec Alfa Romeo, ce qui a été conclu finalement. On ne sait toujours pas ce qu'il en sera des sponsors et de Robert Kubica et de Guan Yu Zhou, mais ce que l'on sait par contre, c'est que Giovinazzi va déjà rebondir en formule électrique chez Venturi aux côtés de Sergio Sette Camara. Donc moi j'aurai le plaisir de commenter du coup à partir du mois de janvier les exploits de Giovinazzi. Oui, pour être honnête, tant mieux pour lui, rebondit, mais ce ne sera pas une grande perte pour la F1, sans jamais manquer de respect évidemment au pilote italien. Il n'aura pas marqué sa présence dans le sport, si ce n'est son premier week-end en 2017 où il a craché 2 bagnoles en 2 jours. Non, depuis quelques temps, là, on voit bien qu'il se rebelle un petit peu en qualif, que c'est pas mal. Mais il est trop tard. Mais c'est trop tard. Et en course, quoi qu'il arrive, il fait partie de ces pilotes qui ne cessent de baisser dans le classement au fur et à mesure du Grand Prix. C'est terrible à dire, c'est malheureux, mais c'est le cas. Là encore, je vois quand il termine que 14e à Sao Paulo, non. Allez, dommage Antonio, on n'a rien contre toi, on veut pas être cruel ou méchant, mais écoute, allez, on passera à autre chose. Voilà. Oui, il est temps et peut-être que ça lui donnera un second souffle à sa carrière. Et puis on attend aussi Ferrari en endurance d'ici quelques temps. Bref, voilà pour la petite page toute chaude de l'actualité de ce jour. On parle donc maintenant du Grand Prix du Brésil qui avait comme particularité... Du Grand Prix d'Interlagos, pardon. Qui avait comme particularité d'avoir la 3e course sprint de la saison. Alors cette course sprint, on l'attendait un petit peu au tournant parce que c'est la jauge de... tu sais bien, un nombre impair, donc s'il y en a 2 de bien, une de mauvaise...
c'est plutôt la bonne chose. Malheureusement, ça n'a pas été folichon, si ce n'est, pour moi, l'homme du week-end. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Quel incroyable champion. Alors, on peut parfois me qualifier de pro Verstappen. Je pense que ce week-end, si vous m'avez suivi sur Twitter, j'ai un peu idolâtré Hamilton, et à juste titre, parce que, bon sang, quelle démonstration, quand bien même il a la meilleure voiture, il faut savoir la manier, salut Bottas, mais Hamilton a fait une démonstration du samedi au dimanche. Est-ce que ce n'était pas l'homme à abattre ce week-end par Red Bull et la FIA? Oui, non, mais c'est sûr que on a vécu tellement de choses durant ce week-end que effectivement c'est pas simple de partir. Bon, tu me lances sur la course qualif. Bah écoute, moi je le dis depuis qu'on a cette expérience, je suis globalement pour. Pas peut-être de manière caricaturale à tous les grands prix d'un coup, oui, mais par petites touches comme ça j'aime bien. Parce que qu'est-ce que j'ai toujours dit, c'est que ça densifiait le week-end. Or, nous en avons encore eu la preuve par 9. Enfin là, c'est... On a une journée du vendredi qui est intense parce qu'on a quand même la qualif du vendredi soir maintenant, donc c'est un moment fort. On a la course sprint du samedi et qu'on le veuille ou non, quand bien même la course a été chiante comme elle a été à Monza, oui, c'est vrai. Bon, on y va franchement. Mais on peut pas nier qu'il y a une attente, qu'il y a une tension, que le fait de partir en départ arrêté avec cette épée de Damoclès qui est au-dessus des pilotes, ça rajoute une impression globale d'importance. Tu vois, ça fait monter la sauce, pour être clair. Et on l'a encore vu, et tu as raison, parce que c'est vraiment ce week-end qu'on l'a eu de la manière la plus exacerbée, c'est-à-dire que autant à Monza, ça finit par un crash à la chicane entre Verstappen et Hamilton, autant ce week-end, j'ai l'impression que c'était vraiment... au mieux disposer ses cartes, au mieux préparer son jeu pour attaquer la grosse course de dimanche, en brûlant peut-être des cartouches avec des pénalités, ci et ça. Et j'avoue que là, il faut vraiment clarifier le règlement, parce que ce que tu annonces comme build-up, comme tension, c'est la remontée d'Hamilton. C'est ça qui a intensifié aussi cette course sprint. Sans ça, si Hamilton était parti à la régulière devant, pas certain qu'elle aurait autant marqué les esprits qu'elle ne l'a fait ce week-end. D'accord, non mais chaque week-end, chaque course, à sa dramaturgie et à son contexte. D'autant plus cette année. Le contexte de ce Grand Prix de Sao Paulo 2021, quoi qu'il arrive, c'est qu'Hamilton n'a cessé de devoir remonter face à l'adversité et de devoir lutter contre les pénalités qui se sont accumulées contre lui. On savait qu'il y aurait 5 places de pénalité quoi qu'il arrive sur la grille de départ. Et il y a eu aussi 20 places d'un coup qu'on lui a rajouté après donc l'exclusion, la disqualification de la séance qualif. Bon. Et puis pour conclure sur ce que je disais, évidemment le dimanche c'est le Grand Prix, donc là forcément c'est le moment le plus fort. Mais chaque jour il y a un moment fort maintenant avec ce nouveau système. Bon. Ceux qui restent contre la course sprint, mais peut-être que dans l'intimité, mais peut-être que même Hamilton dans l'intimité est contre. Mais peut-être, oui. Là, on pourra pas nous dire qu'il n'en a pas bénéficié quand même, parce que tout à fait. La course sprint lui a permis forcément de revenir en haut de la hiérarchie. Si cette exclusion avait été prononcée parce que cette irrégularité du DRS, elle existait, même si elle est ridicule, faut être honnête. Avec Tristan Gomandi dans l'épisode de l'Afterlap, on s'est trompé spontanément, je le dis sincèrement. On a pris le chiffre de 2 mm. On avait compris que c'était 2 mm. Mais t'as vu que c'est pas ça. Non. C'est 0,2 mm. 0,2 mm. Et moi-même, là, je suis le premier à changer d'avis. C'est grotesque parce que Tristan est le premier à dire que 2 mm, ça a une incidence. Ça, il le disait. Mais il se trompait, Tristan. Mais moi aussi, je me suis trompé. Je croyais sincèrement que c'était 2 mm. Non, c'est 0,2. Bon, 0,2, là, je suis le premier à dire, c'est grotesque, c'est rien. En même temps, c'est irrégulier. Oui, voilà. Donc, c'est débattable à l'infini, cette histoire. Bon, Hamilton a été exclu. Bon, sans la course qualif, son week-end était sans doute fichu, parce qu'effectivement, je pense qu'il revenait dans les points, c'est évident, il revenait dans le top 5, ça me semble évident aussi, mais il gagnait pas, voilà. Alors que ce partant 10 le dimanche, parce qu'il a su super bien remonter le samedi dans la course sprint, qui l'a aidé à remonter, tout à fait. Parce que 24 tours... Il a dégrossi le travail, en fait. Voilà, mais oui. Donc il a bénéficié de la course sprint. Donc cette course sprint, elle a un rôle à jouer. Et ça densifie les week-ends, ça rajoute une dramaturgie. Et là, en l'occurrence, ça a vraiment eu une influence. Parce que t'es comme moi tout le week-end, honnêtement, Maxime. Cette victoire de Lewis Hamilton, elle était inéluctable. Je sais pas, moi je l'ai senti dès le vendredi. Il avait une fusée. Je ne l'ai pas senti. Devait gagner. Je ne l'ai pas senti autant lui-même que ce week-end, justement. C'est-à-dire que là où d'habitude on sent qu'il y a...
voilà, ça se jauge un petit peu le vendredi. Ou j'ai l'impression que ce week-end, quoi qu'il arrive, il allait être devant à la fin. Et c'est la première fois que j'ai ce sentiment-là depuis de nombreuses semaines, parce que même si en qualification ça ne s'est pas bien passé, à la régulière en tout cas, les Mercedes étaient dans le coup. Alors elles ont 2 nouveaux moteurs, c'est vrai. Ça a été expliqué pour la fin de saison. Elles sont un peu plus à l'aise. On a longtemps attendu avant de donner à Hamilton l'évolution que Bottas se traîne depuis quelques courses, qui n'a pas toujours été efficace, ou en tout cas précise et fiable. Mais là, c'est efficace. Et encore une fois, Mercedes a pu rentrer dans le jeu de Red Bull, subir les pénalités, mais après avoir pris 2 coups de poing dans l'estomac, ils se sont relevés et ils ont encore été les patrons. Et c'est là qu'il existe encore une distinction entre l'équipe, je dis bien l'équipe Mercedes et l'équipe Red Bull. Quand bien même on peut défendre le fait que Perez est un bon deuxième pilote par rapport à Bottas, etc., etc. Les arguments sont nombreux dans les deux camps. Mais force est de constater, par les faits, vraiment, que là, Hamilton, ce week-end, une Mercedes qui ne sait pas se débrouiller dans le peloton et dans le dirty air n'a jamais été gênée et a fait des dépassements somptueux. Je suis désolé, l'extérieur dans les S de Senna, c'est l'un des plus beaux, peut-être le top 3 des dépassements de cette saison. Parce qu'Hamilton est facile avec la voiture, mais pas que, il faut aller la mettre, cette voiture, à l'extérieur. Clairement. Et le côté parfois qu'on avait à appeler Verstappen intouchable, dans le sens où si tu vas à sa hauteur, il va te mettre le coup de roue et tu seras dehors. J'ai l'impression que là, ce week-end, c'était Hamilton qui avait ce sentiment d'être intouchable. Alors je veux pas prendre des comparaisons faciles, mais c'était un peu Moïse, il a ouvert le peloton en 2, il est passé. Il s'est pas posé de questions, et c'est dans ces moments-là qu'il fait preuve de la brillance, qu'il nous prouve qu'il n'a pas volé ses titres, au cas où vous aviez encore un doute, chers amis. Il n'a pas volé cette victoire, et encore moins ses titres de champion du monde. En tout cas, sportivement, sur la piste, on ne peut rien enlever parce que les arrêts au stand étaient bons. La stratégie était juste en voulant contrer Red Bull, parce que c'est Red Bull qui a dégainé le premier avec l'arrêt de Verstappen. Il avait 3 tours de plus avec les gommes, et finalement il n'y a pas eu tant de différence que ça entre les médiums et les durs. Donc Hamilton a parfaitement géré, même si à la mi-course tu entends Bottas à la radio qui dit les gars, on vient de foutre en l'air un 1-2 là. Mais entre les safety cars et le reste, c'est vrai que ça a été particulièrement impressionnant. Mercedes, la machine, a gagné ce week-end. Ouais. Non, mais c'est l'une de ses plus belles victoires, Hamilton, je pense sincèrement. C'est vrai, c'est une démonstration exceptionnelle. Mais il était invincible. Et effectivement, je pondérerais seulement peut-être le fait, par son talent pur, qu'il a eu une fusée à sa disposition. Et que honnêtement... C'est vrai, c'est la combinaison des deux. Oui, voilà, il y a une combinaison des deux, on est bien d'accord. Bottas avec la même voiture que Hamilton, ça ne faisait pas ça. Non. Ça, on est bien d'accord. Mais là, la conjugaison Hamilton-Mercedes, je veux dire, rarement, là, ces dernières années, et même si Verstappen a explosé tout le monde à Mexico, d'ailleurs, reconnaissons-le, mais là, la démonstration d'Hamilton et la puissance de feu de sa Mercedes à Interlagos, franchement, là, c'est incroyable. Et j'avoue que je me mets à la place de Red Bull, parce que là, c'est comme moi que les phrases assassines ne cessent pas depuis 2 jours. Avec là, au moment où on se parle, je viens de jeter un coup d'œil, mais ça, Mercedes veut aussi qu'on revoie l'incident Verstappen-Hamilton dont on va parler dans quelques instants. Donc, c'est pas fini cette histoire. Mais Red Bull aussi rajoute une couche en disant comment c'est possible qu'on se prenne 30 km/h en vitesse de pointe dans une ligne droite sur un circuit même court du championnat. Bon, et donc je me mets à la place de Red Bull. Là, c'est clair qu'il y a c'est surnaturel ce qu'on a vu d'Hamilton. Paradoxalement, Maxime, et j'enchaîne subtilement sur notre prochain débat peut-être, je reste persuadé que ce qu'a fait Verstappen durant ce Grand Prix de Sao Paulo est fabuleux. Parce que maintenant, je me dis que résister 59 tours à Hamilton, dont une bonne quinzaine en mode je suis devant toi et tu duel passeras encore, c'est fabuleux. Et là aussi, il n'y a que Verstappen qui est capable de résister comme ça à Hamilton. De toute façon, ce week-end, on a eu le sentiment qu'il y avait vraiment les deux là, et le reste, là, c'est plus que jamais, c'est les deux ténors, les deux génies, et le reste qui joue une autre course. Mais là, entre Hamilton qui volait et Verstappen qui est le seul à pouvoir lui résister, et il l'a montré, alors peut-être un petit peu trop, on va en parler, mais il l'a montré qu'il était capable de tenir au 10e près, que non, tu rentreras pas dans la zone de DRS, non, je suis capable de te reprendre 3 dixièmes dans le 2e secteur, et effectivement, tu n'auras pas le DRS à ce tour-là. Honnêtement, fallait le génie de Verstappen aussi. Donc moi, j'ai tendance à dire que paradoxalement, Verstappen, c'est aussi encore plus positionné comme évidemment le seul adversaire d'Hamilton. On le savait déjà, mais là, c'est plus que jamais criant.
Bon, je te laisse enchaîner si tu veux, puis après on va parler de petite leur mention contact. tout de même à Sergio Pérez qui a joué son rôle d'équipier parfaitement en nous offrant un petit duel avec Hamilton. Ça avait déjà commencé au Mexique, mais Quand franchement, il je le trouve repasse, que c'est beau ça. voilà, la revanche au DRS, bon, ça a duré un tour puisqu'effectivement la Mercedes était tellement vite en vitesse de pointe, mais malgré tout, c'est une chose qu'on ne voit pas de la part de Bottas avec la deuxième Mercedes. Certes, ils étaient sur une autre planète ce week-end. Maintenant, le fait que Verstappen puisse se défendre, c'est son expérience qui commence à vraiment devenir importante, mais surtout le moteur Honda qui a vraiment bien fonctionné. Et on voit que Adrian Newey également a bien travaillé. Encore une fois, on sait que c'est un génie depuis 30 ans, mais a encore une fois bien travaillé à exploiter la suite de cette saison où on pensait que le duel allait à un moment basculer à l'avantage de Mercedes, comme c'est le cas ces dernières années, parce que en termes de développement, de puissance et de capacité je ne vais pas dire à renaître de ses cendres parce que c'est exagéré, mais à rebondir au cours d'une saison, il n'y a que Mercedes qui savait remettre cette puissance. Et j'ai l'impression que cette année, c'est ici au Brésil que Mercedes a mis la deuxième vitesse, si tu vois ce que je veux dire, qui a remis la couche d'avance qu'on n'attendait peut-être pas. Sauf que il nous reste encore le Qatar, il nous reste Abu Dhabi et il nous reste l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi. 3 circuits où il faut de la vitesse, 3 circuits où l'aéro est important et on n'a pas trop de... Alors on verra pour Jeddah, on verra pour l'Arabie Saoudite, mais pas trop de dirty air, de soucis dans le peloton. Donc j'ai hâte de voir si Red Bull a les capacités de réagir sur 3 circuits où Mercedes a l'habitude d'être devant. C'est la question, et le doute qui n'était peut-être pas présent avant Sao Paulo s'est installé ici au Brésil, dans le clan sûr. Red Bull, et on sait que le psychologique, toi comme moi, toi qui as couvert des dizaines et des dizaines de saisons, ça peut avoir un impact incroyable sur la fin d'une saison et sur un duel. Écoute, je pense que 14 points, c'est pas beaucoup, mais quand même, c'est pas mal. Toujours, vaut mieux les avoir que dans ce sens-là que dans l'autre. Donc ça peut un petit peu se gérer quand même. Bon, mais pas beaucoup, mais quand même. Alors, le calcul est intéressant. Si jamais Verstappen termine deuxième des derniers Grands Prix, qu'Hamilton les gagne, et qu'aucun des deux ne fait le meilleur tour dans aucun des Grands Prix, ils sont à égalité. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est formidable quand même. Et ça, on ne l'a pas vécu depuis très longtemps. Je pense qu'effectivement, depuis Rosberg en 2016, on n'a pas eu cette intensité. Et le fait qu'il y ait 2 équipes, le fait qu'il y ait 2 caractères bien opposés, parce que Verstappen et Hamilton, c'est tout sauf des copies conformes, eh bien, j'ai le sentiment, et je l'avais déjà dit dans un épisode de Green White Checkered, qu'on vit aujourd'hui une saison privilégiée, peut-être la plus belle de la décennie. Alors on est en 2021, laissons-nous les 9 suivantes, mais j'ai vraiment l'impression qu'on arrive à un tournant véritablement, peut-être amputé trop tôt par la réglementation 2022, on verra ce que ça donnera, mais en tout cas cette année restera comme une des plus belles. Personnellement en tant que supporter d'un des pilotes candidats au titre, parce que ces dernières années, moi je m'étais arrêté à Felipe Massa, mais voilà, l'intensité, le plaisir d'assister à ces duels, à cette limite, à ces contacts, à cette peur parfois qu'on a quand on les voit s'approcher. Je suis désolé, l'attaque au 48e tour, quand on les voit là se chauffer non, mais on va reparler. Mais... C'est magnifique, c'est au-delà de la limite. On joue sur 0,2 mm. Verstappen qui va toucher la voiture d'Hamilton dans le parc fermé, ce qui explique pourquoi il y a eu soi-disant ce décalage. Il prend $50 000 d'amende. C'est-à-dire que là, on est dans une phase où on est à plus de pitié, ni d'un côté, ni de l'autre. Je pense qu'on a passé ce stade de... Bon, je vais peut-être être pas très fin, mais de se sentir l'un l'autre. Et là, vraiment, on y va et ça peut aller très loin et coûter très cher. Mais qui va en tirer qui va tirer les marrons du feu, comme je dis? Bien malin. Non, mais c'est étonnant cette fin de saison parce que ce qu'on a vécu là à Interlagos, c'est assez curieux parce qu'effectivement, on va dire que la pression, on a l'impression qu'elle a changé un petit peu de camp et c'est qu'il y a une dynamique Mercedes-Hamilton. Or, pourtant, si tu regardes bien, puisque on aurait pu globalement parler des 3 derniers Grands Prix, mais Austin, la défaite de Mercedes à Austin est une surprise. Ah, totalement. Oui. Là, que Verstappen aille battre, et ça a été, j'ai adoré ce Grand Prix parce que. Oh la fin était exceptionnelle. Voilà. J'y croyais pas. Là, il y avait vraiment 2 stratégies face à face, 2 faces encore ce duel, encore chacun son rôle, chacun sa partition, et au final, c'est pas celui qu'on pensait qui gagne, c'est bien Verstappen qui va battre Hamilton sur son terrain. Et ça, c'était une surprise. Vraiment. Voilà, on est bien d'accord. Mexico, on attendait une victoire Red Bull, on l'a eu, mais on n'attendait pas que Max soit en tête dès le premier virage. Il a été super à ce niveau-là, et on ne pensait pas après qu'il domine à ce point-là les débats. Donc, je suis désolé, dans l'absolu, Red Bull, c'est elle qui a la dynamique. Tout à fait. Mais la démonstration d'Hamilton à Interlagos a été tellement exceptionnelle. Autoritaire,
Ouais, que ça a remis les pendules à l'heure, alors que globalement, il n'en a gagné qu'une sur 3. Là où Tout à Verstappen en a fait. quand même gagné 2 sur les 3 derniers. Mais l'impression que ça nous laisse, effectivement, on a l'impression qu'il est invincible maintenant, C'est qu'il est ça. redevenu invincible. C'est ça. Alors que même si Verstappen gagne à Mexico, on se dit, bon, bah, Hamilton, ce jour-là, il pouvait pas répondre du tac au tac. Alors que hier, on a compris, enfin hier, le week-end dernier, parce qu'on n'est même pas lundi en plus, C'est vrai. voilà, on a compris qu'à partir du moment où il avait réussi à le dépasser, il n'y avait plus match, et effectivement, Ouais. Verstappen l'a laissé filer, et on avait mais il a quand même résisté 59 tours. Mais c'est vrai, cette impression est curieuse. Hamilton n'a fait que revenir un peu à son niveau, mais il l'a fait d'une telle façon qu'on a le sentiment que rien va pouvoir plus l'arrêter d'ici aux 3 derniers Grands Prix de l'année. Oui, et Alors je cette, cette, persiste à cette penser que... domination, en fait, qu'on a eu l'habitude de voir depuis quelques Oui. mois, quelques années, on l'a vite perdu cette habitude avec Verstappen qui a dominé. Il y a eu 2 phases jusqu'à Silverstone et maintenant jusqu'au Mexique et aux États-Unis. Mais finalement, ce qu'a fait Hamilton ce week-end, il nous le fait depuis des années. Mais là, ça faisait tellement longtemps que Oui. ce soit aussi violent. Et puis, voilà, la dimension émotionnelle, excuse-moi, je t'ai coupé, mais la Non, dimension non, je t'en... émotionnelle vis-à-vis d'Ayrton Senna et le Oui. peuple, je sais pas, mais là, il a fait un Grand Prix à la Senna, alors que beaucoup Ah oui, c'est sûr. comparent à Verstappen, mais il aime jouer là-dessus, Hamilton. Il ne s'en est Mm. jamais caché, ça a toujours été son idole depuis son casque, depuis les années karting. Mais là, ça a pris une autre ampleur, une autre dimension, et il en joue. Et je trouve que le fait qu'il en joue avec subtilité, avec finesse et à sa manière, comme il est lui, Mm. ce qu'il ressent, c'est-à-dire dévoiler ses émotions, son idolâtrie pour Senna, etc. Je sais pas si aujourd'hui il s'est cru peut-être au-dessus des dangers, avoir pris des risques exceptionnels au Brésil, mais en tout cas, peut-être qu'Ayrton lui a donné quelques dixièmes en plus, quelques millièmes en plus derrière lui. Ouais, Voilà, ouais, non, c'est sûr, j'aime à le croire en tout cas. ouais, ouais, il s'est positionné et le public semble l'avoir accepté comme effectivement un attaquant naturel, C'est ça. digne de Senna. Et effectivement, là, on peut pas lui reprocher. Mais les deux, je continue à les associer tellement Bien sûr. ils sont fabuleux. Alors, c'est moi qui ai envie de savoir ce que tu penses de l'accrochage, enfin de l'accrochage de la passe d'armes qui fait qu'ils vont tous les deux hors piste au virage numéro 4 au 48e tour et qu'effectivement, et c'est ça qui dans les jours à venir, quand on postera la vidéo, ben, Oui, on verra bien comment ça va évoluer, mais je te dis, oui, on n'est pas à l'abri peut-être d'une sanction qui va tomber quand même contre Verstappen, puisque donc Mercedes n'a pas digéré le fait qu'il est sorti, Hamilton soit sorti à cause de Verstappen. Bon, alors écoute, je vais te poser des questions, on va voir si on est d'accord. À partir du moment où Hamilton avait réussi à bien négocier le départ du Grand Prix, et notamment le tout premier S de Senna, parce qu'il partait 10e, c'était pas mal, on l'a suffisamment dit en début d'émission, qu'il avait refait une partie sur retard, mais quand même il part au milieu du paquet, c'est pas génial. À partir du moment où il survit premier S de Senna, on est bien d'accord que le plus dur est fait pour lui. 50% du travail en tout cas. Voilà. Les 50 autres c'est les double Verstappen à la stratégie. Bon, alors on est d'accord. Déjà, bon, au moins c'était ça qu'il n'aurait pas à subir, ça aurait un Oui, accrochage ou une péripétie au premier S. Bon, en plus on voit tout de suite il a déjà gagné 3 ou 4 places, oui donc c'était fin du premier tour, il est 7ème derrière Gasly, je pense. Il est voilà, vraiment c'est pas ça. loin. Ouais. Bon. Donc après, t'es comme moi, c'était inéluctable qu'il revienne en deuxième position. Pour moi, au moins, j'attendais à ce que Perez le malmène, et si la Mercedes gérait aussi bien les pneus que ce qu'elle a géré, je m'attendais peut-être pas à l'avoir aussi vite derrière Verstappen. D'accord. Mais Bon, je mais l'attendais ça devait arriver. au moins Oui. podium, sans Bon, aucune alors, difficulté. oui, oui. Allez, admettons que ce soit arrivé encore plus vite que prévu, Oui. mais moi, honnêtement, Maxime, je n'ai jamais douté qu'on aurait bien ce duel. Ah, il allait Verstappen arriver dans la Hamilton. course, mais je ne le voyais Oui, pas aussi tôt, sincèrement. Je voyais ça sur les 5-7 derniers tours, pas sur les 15 derniers, quoi. Vous les 20. d'accord. Bon, alors, moi, honnêtement, si tu m'avais demandé samedi soir ou dimanche matin quel était mon pronostic, je t'aurais dit Hamilton va gagner le Grand Prix, c'est évident. Je sentais qu'il était invincible. La question, c'était de savoir, toute la question du Grand Prix, pour moi, c'était de savoir combien de temps allait résister Verstappen, parce que je voyais que lui Ouais. qui pouvait lui résister. Là, par contre, tu vois, je pensais pas qu'il résisterait 59 tours. C'est pour ça que j'ai tendance à encenser quand même Verstappen. Bon. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que donc, on savait qu'on allait aller au contact, ou en tout cas à la bataille. Hein, on est d'accord, Maxime? Elle allait avoir C'est lieu. ce qu'on attendait, mais oui, clairement. Voilà. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on est? Faut être honnête, les gars, tout le monde. Ça peut pas bien se passer, entre guillemets. C'est obligé de se passer de manière au moins intense. Si ce n'est limite. Voilà, voire limite. Bah, il n'y a pas à tortiller, on va pas faire une dissertation. Ça ne peut être que comme ça. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de la Formule 1 quand les ténors s'affrontent. Quand Senna revient au niveau de Prost à Suzuka, ça se passe pas bien. Enfin, c'est évident. On espérait tous, en revanche, que ça se passe pas
aussi pire qu'à Qu'à Silverstone ou à Silverstone ou Monza, Voilà. oui. Je pense que Bon. deux actes, c'était largement suffisant. Voilà. Donc arrêtez de nous faire, arrêtez les amis de considérer le sport auto dans un mode de pureté. Ça n'était pas possible, ça ne pouvait pas être propre. Il allait forcément y avoir un petit coup de et 3 petits points. Bon, Un petit coup voilà, d'ego. voilà. Bon, mais chacun est dans son rôle. Je le répète pour moi. Donc quand Verstappen emmène Hamilton, vous voyez, la façon dont je le dis, c'est que je suis pas dupe. Il l'emmène à l'extérieur, c'est évident. Jamais Hein. il prend le virage. Voilà, on est parfaitement d'accord. Bon. Et c'est un fan de Verstappen qui vous parle. Voilà, c'est ça. Jamais Bon, Max n'a oui, laissé Hamilton sur sa droite dans tout à dans fait. ce gauche. Impossible. Bon, mais moi je vous dis, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'Hamilton pensait qu'il allait passer les doigts dans le nez comme à la parade? Mais lui-même, il le sait que ça sera pas simple et que ça sera au millimètre et que ça va frotter ou que il va falloir plonger, je sais pas. Mais donc, bon ben voilà, au 48e tour, c'est pas passé. J'ai eu le sentiment qu'Hamilton, inconsciemment sans douter, il est reparti à l'attaque, comme si de rien n'était, en passant sur le petit morceau d'herbe, et on revient en piste, et il a attendu 11 tours pour repasser à l'attaque. Et là, effectivement, Verstappen, il y a un championnat à gérer, à un moment donné, il va pas le foutre non plus dans le décor, etc. Donc, j'ai envie de dire, bah, il s'est passé ce qui devait se passer, à savoir une manœuvre limite d'un des deux pilotes. Est-ce qu'il aurait fallu la pénaliser? Je sais pas. Je pense pas, mais j'en sais rien. Alors, je Je vais sais pas pas. prêcher pour ma paroisse, mais Hmm. si on prend le beau règlement, hein, le beau bouquin qui est sur le bureau de Monsieur Mézi, Oui. il est interdit de forcer un pilote hors piste. Hmm. Ce que techniquement Verstappen a fait. Oui. Fallait-il le pénaliser de 5 secondes avant le Canada 2018, je t'aurais dit 2019, je t'aurais dit oui. Avant que Vettel ne fasse son passage dans l'herbe au circuit Gilles Villeneuve, j'aurais peut-être été un peu plus radical sur les décisions de la FIA. Cependant, le Let Them Race, hein, qui est souvent revendiqué par la FIA, et pas toujours mesuré. On se rappelle qu'il y a eu un cas similaire. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, entre Alonso et Raikkonen, c'était lors du Grand Prix des États-Unis où le responsable d'Alpine a dit dis-moi, Michael, en parlant donc au chef de course, est-ce qu'on peut doubler hors circuit? Non, non, on peut pas. Ah, parce qu'en fait, nous, on a été pénalisé pour Alonso parce qu'il l'a fait, mais chez Alpha, ils peuvent le faire alors. Il y avait déjà eu ces jauges de décision qui n'étaient pas radicales et établies, alors que tout le week-end, on annule des chronos en qualif à longueur de temps parce que tu as ça du pneu qui est passé au-delà de la ligne. Là, le problème, c'est pas qu'Hamilton soit allé hors piste et que Verstappen ait continué, c'est que les deux sont sortis. Oui, et si Verstappen aurait voulu faire l'effort de rester en piste en poussant Hamilton, là, il l'aurait forcé hors circuit. Sauf que la situation a fait que les deux sont bien sortis hors circuit. Si Verstappen reste sur la piste, il prend 5 secondes. Ouais, t'as raison. Le fait que Verstappen s'est dit, bon, je vais jamais prendre le virage, je vais bien l'emmener loin et je vais partir avec lui, au point peut-être de le calculer, parce que pourquoi pas finalement, hein, il est capable, il le fait bien en jeu vidéo sur les simulateurs, donc pourquoi pas le faire en vrai, il en est capable et il sait maîtriser la voiture, on l'a vu. Donc voilà, la seule défense pour moi qu'avait Verstappen, c'était de partir avec lui. Et on les a vus tellement. Alors, ils sont pas sortis d'un mètre, hein. Ils sont sortis littéralement de 15-20 mètres. Hein. C'est pas, ils n'étaient pas juste à la limite. Ils ont pris tous les deux la bretelle d'autoroute à côté, quoi. Et c'est ça peut-être qui a sauvé Verstappen, c'est que c'était considéré comme une conduite dangereuse. La preuve, il a eu le drapeau noir et blanc qui a été brandi parce qu'il avait déjà zigzagué dans la ligne droite. Maintenant, est-ce que Verstappen aurait dû se contenter de ne pas montrer ces deux phases-là et de se laisser dépasser par Hamilton? Parce que la finalité, tu l'as évoqué, dès le samedi, on le savait, Hamilton allait gagner ce Grand Prix. Et peut-être que Verstappen ne voulait pas l'accepter. C'est normal, c'est ce qu'on lui demande. Mais là, il était résilié à ne pas lui ouvrir la porte. Voilà, le prince arrive, on lui laisse la place. Il devait faire quelque chose. Maintenant, il n'a pas la bouteille ni le métier d'Hamilton. Il n'a pas les 20 ans de Formule 1 quasiment derrière. Donc voilà, Verstappen apprend encore, c'est certain. Il n'a pas la finesse d'un Schumacher, comme tu parlais des duels. Hein. Je pensais à Schumacher-Villeneuve, Schumacher-Alonso et d'autres. Quand on reprend ce qu'a fait par exemple Schumacher avec Barrichello en Hongrie en 2010, où il le tasse contre le mur au point même quasiment de le mettre dans le mur, ça c'est pas acceptable. Il a été pénalisé. Ici,
Ah, c'est de bonne guerre, puisqu'on est dans cette démarche de la direction de course du Let Them Race. Est-ce que pour toi, il fallait mettre 5 secondes à Verstappen? Pour moi, non. Moi, ça me dérange absolument pas. Et le fait que Mercedes... Alors, c'est ça aussi qui est dérangeant. C'est le fait que... Ah, on n'a pas vu le replay de Verstappen officiellement à la FIA. S'il te plaît. Oui, S'il te plaît, ils l'avaient très bien sous les yeux, ils ont vu le bazar, ils se sont dit oh là là, on va pas mettre les doigts dedans, ça va coller. Donc ils ont laissé faire. Le problème, c'est que maintenant Mercedes et Toto Wolff qui a déclaré que justement il n'allait rien laisser passer, mais tout ça c'est une conséquence en fait. Si Red Bull ne va pas titiller Mercedes sur l'aileron, Mercedes ne dit pas qu'ils vont rien laisser passer et peut-être que ce sera un fait de course où ils n'auraient pas été titillés et à leur tour chercher la FIA ici cette semaine. Donc est-ce qu'on peut rétrospectivement pénaliser Verstappen, à moins d'aller au Conseil mondial à Paris et de faire une enquête comme on a eu pour le fond plat de Schumacher il y a 20 ans, 30 ans, ce genre de choses? J'espère que non. J'espère que non, parce que dans ce cas-là, Michael Masi perdrait le peu de crédibilité qui lui resterait à mes yeux. Je suis désolé, quand Stroll se sort à Mexico et qu'il va, qu'il va réparer le mur lui-même, le directeur de course va réparer le mur, pas il va contrôler ou voir quand c'est fait, il va le réparer. Attends, on est où là? Je suis désolé. Alors sans manquer de respect et de hiérarchie dans l'organigramme de la F1, mais qu'il aille voir que ce soit bien réparé, heureusement qu'il y aille, mais qu'il aille genre pousser le mur et tout, les tech pro, faut arrêter à un moment donné, qu'il trouve son rôle et qu'il l'assume. J'ai pas une dent contre Michael Masi, mais faut être honnête, il cherche pas non plus à ce qu'on l'aime bien, parce que entre ses décisions, son laxisme, je suis désolé, il est à 2 vitesses et ça peut pas aller. Alors c'est pas toujours dans le même sens, heureusement pour lui, c'est juste que bon, l'intérim commence à être long. Voilà, on est en fin de saison, on est à 3 Grands Prix de l'année. La situation se tend. Effectivement, il y a une partie d'intox énorme, mais en piste, effectivement, oui, on utilisera tous les moyens pour protéger sa position et Verstappen n'est pas un enfant de cœur, mais en même temps, évidemment qu'il ne va pas laisser passer Hamilton dès le premier coup. Heureusement. Maintenant, il faut le faire dans la limite, comme il l'a peut-être fait pour moi ce week-end au Brésil. Voilà, très limite, mais voilà. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur la suite? Parce que la suite, avant de parler de la suite, je voudrais évoquer brièvement avec toi le prochain Grand Prix, donc qui aura lieu à Losail, au Qatar. On connaît bien ce circuit pour la moto, bien sûr. Alors le GP2 y était allé. Pérez a publié quelques photos de lui à l'époque, en ayant roulé à Losail, à l'époque où il roulait chez Adax, si je dis pas de bêtises, avec les voitures beiges. Un pronostic de victoire ou qui va sortir devant? Moi je verrai. J'en parlais avec Tristan Gomandi dans l'Afterlap là. Écoute, non, j'avais le sentiment que ce circuit de Losail en MotoGP, alors c'est vrai que j'ai aucun souvenir en voiture, donc tu vois là tu as plus de connaissances que moi. J'ai le sentiment que ce circuit est assez sinueux et assez pas époustouflant, et donc je voyais plutôt une configuration à la Red Bull, oui. En revanche, Jeddah, ce n'est qu'une succession. Là, les premières simulations sont tombées de virages qui s'enchaînent rapides. Donc, je vois plus une puissance à la Mercedes s'exprimer. Et donc, j'avais l'impression que Abu Dhabi, et en l'occurrence, ce serait donc bien fait, qu'Abu Dhabi pourrait être un truc entre les deux, avec des grandes portions rapides à la Mercedes et des parties beaucoup plus sinueuses, notamment sur le retour, plus peut-être favorables à Red Bull. Donc j'aurais tendance à dire Red Bull au Qatar, Mercedes à Jeddah, et les deux sur un terrain à peu près équivalent à Abu Dhabi. Bon, alors je serais moins radical que toi sur Jeddah par rapport. Alors moi j'ai pu tester, pas de circuit en vrai, mais dans le jeu de Formule 1, il est sorti il y a quelques heures. Il y a une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube où je présente le circuit dans le jeu. Alors pour avoir testé, il y a un peu de tout. On retrouve un peu de sections rapides comme on peut avoir parfois à Sochi. On trouve un petit peu aussi de Bakou. Mais globalement, les enchaînements rapides me font craindre le dirty air et les murs proche pour Mercedes si jamais ils ne sont pas devant au niveau des qualifs. Donc, wait and see, mais globalement, je te rejoins sur Verstappen d'abord au Qatar, en tout cas la Red Bull au Qatar, et ensuite Mercedes, et enfin la finale. On verra bien avec les modifications apportées à ce circuit de Yas Marina. Écoute, on a fait un joli tour. Alors, sportivement, on parlera quand même de la situation dans le midfield brièvement avec la lutte entre Alpine et AlphaTauri qui sont à 112 points pour le top 5. McLaren semble aussi proche de Ferrari, des duels qu'on continue, même si McLaren continue de s'effondrer.
Je ne suis Oui. pas certain que ta victoire de Lando Norris aura lieu Non. cette année. Et dommage Mhm. parce que pour être tout à fait honnête, revoyez les anciens épisodes, j'y croyais vraiment aussi à cette victoire. C'est Ricardo qui l'a eu pour le même prix, mais bon, Oui, voilà c'est pour ça. la postérité. Voilà donc pour cette page F1, je t'invite à passer à la deuxième partie, direction Bahreïn, avec encore du désert finalement au programme et le bilan de ce qui s'est passé en fin de saison pour le WEC avec les 6 et 8 heures de Bahreïn. Les 6 et 8 heures de Bahreïn, comme je le disais à l'instant, puisque oui, la saison WEC s'est conclue dans l'indifférence la plus totale. Alors en tout cas, pour moi, ça m'en a bougé une sans toucher l'autre, comme on dit vulgairement. Ouais. Mais voilà, Toyota qui a roulé sur la concurrence. On a une course de 6 heures tout d'abord qui a eu lieu en toute fin du mois d'octobre. Et puis début novembre, ici, la grande finale, les 8 heures de Bahreïn, les 5 et 6 novembre. Avec bien Toyota qui a remporté le titre, hein, puisque Lopez, Kobayashi et Mike Conway sont champions du monde, devant la deuxième Toyota, bien sûr. Déception pour l'équipe Alpine, qui aura eu beaucoup de problèmes techniques lors de ces deux finales et qui n'aura jamais vraiment pu rivaliser. Cocorico, hein, victoire belge en LMP2, puisque Oui. c'est le team WRT, hein, le team de notamment... Évidemment, je l'oublie au moment où j'en parle. De Vincent Voss. Vincent Voss, merci. Ça fait honte à moi. De Vincent Voss qui est Thierry Tassin qui remporte la timbale avec Robin Freins, Asbrook et Milesi pour la course. Habsbourg, pardon. Et au niveau du classement général, c'est l'ami Robert Kubica, Robert qui est champion avec cette voiture et cette équipe WRT qui aura dominé Le Mans, etc. etc. Alors, oui, non, mais fabuleux. Franchement, fabuleuse histoire. tout ce Là, qui touche, il le gagne. Donc WRT, bravo. Faut pas oublier que c'était à la base l'équipe qui était officiellement représentée par Audisport en GT3. Ils ont gagné maintes et maintes fois les 24 heures de Francorchamps. Et dans ce pool peut-être de pilotes WRT, on pourrait retrouver, si Audi revient au Mans, peut-être quelques futurs stars. En tout cas, bravo à Kubica et bravo aux hommes de Vincent cette Voss. Odyssée WRT en 2021, c'est un peu une United l'an dernier. Mais ils ont tout touché, ils ont tout gagné. Ouais. Voilà, en ELMS, en WEC, oui. avec une rigueur, une efficacité redoutable, toujours placée, toujours aux avant-postes, et alors qu'effectivement, ça pouvait être une année d'apprentissage un peu, et de mise en Ils n'ont pas le temps. Non, ils ont tout de suite gagné. Donc là, un respect absolu et total de cette équipe belge qui a réécrit un petit peu la catégorie P2 à son avantage, et on ne peut que s'incliner et leur dire bravo. Et on a hâte de voir l'année prochaine du coup s'il va y avoir opposition, parce qu'entre G-Drive, United, etc., le LMP2 vit bien, comme on dit, hein, c'est une expression un peu commune, mais ça vit en tout cas bien pour l'avenir. Alors une autre catégorie, oui. Attends, je me permets juste de dire un petit mot sur le P1, enfin sur l'hypercar, je veux dire. Oui, j'allais y revenir, mais vas-y. Non, je te propose de l'évacuer. Tout est bien qui finit bien. La 8 a gagné la dernière course, et la 7 est champion. La 7 qui avait gagné Le Mans. Voilà, sur les dernières années de Toyota, tout s'équilibre globalement. Chacun a son trophée, chacun a tout le monde est content. Voilà. Donc, écoute, non, mais bravo aussi à eux, bien sûr. Hein, oui. Formidable travail. Et on en a suffisamment parlé qu'au moment du Mans, ils n'ont pas eu la partie facile et ils ont su tenir bien la baraque. Mais il n'y avait aucun suspense, évidemment, pour le résultat final du championnat. Mais on a quand même le sentiment, en plus Nakajima qui annonce qu'il prend sa retraite de l'endurance. Oui. Bon, voilà, il part sur une victoire. C'est l'autre équipage qui est titré, ça équilibre sur les dernières années, tout va bien. Alpine, à son niveau, on va dire, en outsider, mais qui n'a pas les moyens de lutter, donc ça c'est avec normal. Ses moyens, en revanche, oui, la bonne nouvelle, parce que je craignais un petit peu, elle est venue après, savoir que Glickenhaus, dont on pouvait évidemment douter de l'engagement, ils seront toujours là l'an prochain, mais le WEC leur a mis un coup de pression, t'as vu, en leur obligeant quand même à avoir une voiture à chaque manche. Hein. Sinon, c'est pas à la carte. Hein. C'est un petit peu un souci qui avait fait débat. Alors, je remonte il y a quelques années, à l'époque des 24 heures de Spa GT3, où l'équipe belge Marc VDS, de Mark van der Straten, donc qui engageait les BMW Z4 notamment, avec le léopard jaune sur le côté, qui avant d'aller en moto fonctionnait très très bien en GT, et ont finalement réussi par gagner en 2015 les 24 heures, et l'année suivante en fait monsieur van der Straten voulait engager ses Z4 uniquement en 24 heures de Spa, et Stéphane Rattel a dit
Non, non, non. Si tu veux une place aux 24 heures, il faut faire tout le championnat GT3. Voilà. C'est un petit peu ce que défend aussi la CO ici. Et je ne peux pas leur donner tort parce qu'effectivement, on est d'accord. On ne peut pas. Alors, je suis tout à fait défendant des petites équipes indépendantes du LMGT amateur qui doit venir pour Le Mans. Parfois, on boucle un budget, on veut une place, un slot pour Le Mans. Je comprends. Glickenhaus, s'ils veulent avoir les prétentions et l'envie de titre comme ils l'ont montré cette année au Mans, parce qu'ils n'étaient pas ridicules. Hein. On s'est un peu moqué d'eux en disant c'est les nouveaux Baïkoles. Non, finalement, ils ont quand même fait des belles choses au Mans. Et ils méritent, pour moi, clairement, de jouer la gagne. Maintenant, il serait peut-être temps de mettre un beau sponsor titre sur cette voiture, parce que c'est bien beau de se balader dans les paddocks avec les deux voitures rouges, mais il faut vraiment du sponsoring, du soutien, et passer à l'étape au-dessus, à l'image de ce que fait, pour moi, Alpine, qui s'est très bien débrouillé avec les moyens qu'ils avaient, comme tu dis. Alors maintenant également Alpine qui a annoncé plus de programmes à partir de l'année 2024, voilà, avec le programme LMDH et Hypercar, très intéressant. Donc j'ai hâte de voir ce que sera l'avenir d'Alpine en sport auto, parce que finalement maintenant la marque, l'image d'Alpine est assez présente, que ce soit en formule de promotion, en GT, en endurance, en GT4, etc. Donc wait and see, mais je ne me fais pas trop de soucis pour peut-être pour Lapierre, pour Nicolas Lapierre, Mathieu Vaxivière et les autres. Mais bon, l'année 2022 sera encore, hélas, une année de transition en endurance, puisqu'on attendra le feu d'artifice 2023, mais 2022, avec des rumeurs là qui sont en train de courir, comme quoi Peugeot ne sera peut-être pas en mesure quand même de s'aligner au Mans en 2022. Alors, j'ai mes petits papiers chez Peugeot, puisque je connais 2-3 personnes là-bas. Ça va quand même bien. Bon. Voilà. Alors, prends ce que tu veux comme info. Non, mais je veux te croire. Pour l'instant, le plan de marche est respecté. Maintenant, voilà. Ça peut toujours être retardé. Bon, mais, tu vois, j'étais un peu plus alarmiste. Mais bon, ok, très bien. Après, voilà. Alors, on va parler de cet accrochage. Non. L'accrochage entre Pierre Guidi et qui était au volant de la Porsche, c'est Christensen? C'était non, c'était pas Nidjani, c'était c'était Christensen. Non, c'était pas Kevin Estre en tout cas, c'était pas Kevin Estre. Non, voilà. Et on est donc à 11 minutes de la fin de la course, je crois que c'est ça. C'est ça. Et on sait que la voiture qui gagne fait gagner la marque titre au championnat. Voilà, donc ça pouvait pas être plus là aussi intense et sur le fil. CF Formule 1 dont on parlait il y a quelques instants. Écoute, c'est vrai que c'est incroyable cette histoire, parce que quand on voit l'image, oui, je suis désolé, c'est bien Pierre Guidi qui vient empoutir la Porsche et qui ils se foutent tous les deux en travers. Et donc, moi qui ai commenté pendant des années sur Motors TV les courses à l'américaine, dans ce qu'on appelait le Grand Am à l'époque, ou l'IMSA, ou même l'IndyCar, mais aux États-Unis, ils ont une mesure qui ne fait aucune exception. Il y a contact. Il y a pénalité pour celui qui cause le contact. Enfin, je veux dire, ça a toujours été comme ça, avec l'appellation officielle de avoidable contact, contact évitable. Sous-entendu, celui qui est derrière et qui a tapé celui qui est devant est responsable, comme un peu dans tout constat d'accident automobile de tous les jours. Oui. Voilà. Donc là, je suis désolé, c'est bien Pierre Guidi qui vient emboutir l'arrière de la Porsche. Alors, il a beau dire, oui, mais on était en train de doubler une P, je sais plus quoi. Oui, mais. Voilà. Non. Bon. Donc, la direction de course, instantanément, dit Ferrari de rendre la position, parce que les deux repartent, pas en même temps, mais les deux repartent quand même. Il y avait du temps, derrière la Porsche, c'était loin. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que là, incroyable, mais vrai, et là je crois honnêtement, Maxime, que ça a tout faussé. La Porsche et la Ferrari sont rentrés au stand, en fait. Oui. Et là, du coup, effectivement, tu peux plus rendre la place. Parce que la situation, de fait, n'existe plus. Ne dépend plus de ce qui s'est passé au moment du contact, du litige. Ouais. Et là, donc, c'est vrai qu'on a considéré que, puisque ça pouvait pas être appliqué, ça repart où on en est, quoi. Et donc, c'est la Ferrari qui est devant. Bon. Je te cache pas que oui, j'ai quand même du mal un peu à trouver. Je me mets à la place des gens de chez Porsche, quoi. Effectivement, il y a de quoi être quand même l'avoir très mauvaise, je pense sincèrement. Voilà. Il y a vraiment 3 choses qui me dérangent. La première, c'est Pierre Guidi, parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup, qui est très performant, qui a montré des choses exceptionnelles avec la 488 en GT3, notamment à Spa-Francorchamps, mais c'est pour moi peut-être. Pour moi aujourd'hui, avec effectivement son équipier James Calado, sans doute les meilleurs pilotes dans le pool Ferrari en GT, avec peut-être David Erigone, effectivement, je les mets à peu près dans le même pool. Et en fait, ce combat des chefs entre Ferrari et Porsche m'a surpris. Donc la première déception, c'est le comportement de Pierre Guidi, et cette
mauvaise foi assumée, genre ouais, je l'ai touché, mais j'aurais pu éviter, mais en fait j'ai pas fait l'effort. Ça m'a dérangé vraiment parce qu'il avait une prestance au niveau de l'arrivée en disant oh, c'est reparti, on n'a pas été pénalisé. Deuxième chose, la réaction de Porsche. À l'allemande, qui a été très subir la défaite toujours dans la dignité, ne pas accuser l'adversaire. C'est vrai, hein, ils auraient pu rentrer dedans, mais ils ont dit on a été victime et on se tait. Bon, après, ça fait 10 ans que pendant les essais hivernaux, ils en gardent sous le pied pour que la BOP soit à leur faveur au Mans. Bref, on va pas comparer l'incomparable, mais voilà, j'ai trouvé la réaction de Porsche un peu surprenante en disant oh on perd le titre, mais voilà, juste c'est tellement dégoûté qu'ils étaient après l'interview, cet équipage de la 92, qu'ils étaient genre, alors vraiment. Et la troisième accusation qui me dérange, c'est Freitas, c'est le directeur de course. À un moment donné, tu dois prendre tes responsabilités. Et il le fait tout le temps. Pour moi, c'est un des meilleurs directeurs de course pour des championnats du monde. En tout cas, il ferait du bien à la Formule 1 s'il y était. Mais son application du règlement est souvent logique, les pénalités sont mesurées. En tout cas, pour moi, Eduardo Freitas fait un travail exceptionnel. Et là, j'ai pas compris. Juste parce que c'est un cas exceptionnel, il rentre au stand, il peut pas rendre la place. Mais alors, mets un drive-through, mets une pénalité. Il reste 10 minutes, mais pénalise-les 30 secondes. Au pire, ça ne change pas le résultat, mais il y a une sanction. Là, Ferrari est venu à taper, à tirer vraiment parti totalement de la situation. Et, je vais pas dire ne s'est pas excusé, parce que ce serait accepté qu'il se soit trompé. En tout cas, qu'il y ait une erreur de la part de Pierre Guidi. Mais je ne sais pas, il y a un côté malsain. Et je trouve que le championnat n'a pas besoin de ça, parce que le peu d'intérêt qu'il y a en hypercar n'aide pas à la visibilité du championnat. Et là, c'est dommage parce que Porsche et Ferrari, c'était un super duel cette saison. C'était joué dans la dernière des 6 courses. Et pouf, en un virage, tout voilà. Ouais. C'est dommage. Moi, tu as raison. Tous les critères que tu viens d'évoquer sont pertinents. Et globalement, je les avais un peu exprimés de cette façon-ci. Mais j'en reviens. Aux États-Unis, à Sebring, ce genre de contact, il y a pénalité, quoi qu'il arrive, pour celui qui l'a causé. C'est tout, point final. Même si à la rigueur, j'aurais préféré peut-être que Ferrari soit champion devant Porsche ou que Pierre Gouilly soit champion devant éventuellement, oui, non. Là, c'est lui qui le tape, c'est lui qui l'envoie dans le. Et le principe, tu es d'accord avec moi, toi qui as commenté l'endurance et qui connais bien ce genre de discipline, on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est-à-dire que là, c'est l'équipage qui a commis une erreur. C'est un des pilotes, mais il pénalise aussi Calado. Donc, t'acceptes de gagner, mais t'acceptes de perdre aussi. Enfin, moi, ça fait partie pleinement de l'idéologie d'un team d'endurance, c'est d'être homogène, d'être ensemble et de gagner et de perdre ensemble. Là, Ferrari, pour moi, à la Ferrari en endurance, moi j'ai des antécédents, j'ai toujours trouvé que parfois... Mais non, mais parfois ils étaient assez limites, il y a eu des soucis dans pas mal d'équipes où Ferrari était impliqué. Et là, si c'était arrivé à Monza ou à Portimao, je pense qu'on n'en parlerait même pas. Le problème, c'est que la conséquence de ce contact, dans le contexte, à 10 minutes de la fin de la dernière course, fait que ça a d'énormes conséquences. Tout à fait. Voilà. Écoute, on se donne rendez-vous pour l'année prochaine avec un calendrier WEC qui a l'air d'être intéressant. On repartira à Francorchamps. Alors, j'ai pas la saison complète sous le. Ça commence à Sebring en mars. Mais là, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on va enfin débrider un petit peu ce côté compliqué du Covid et on retrouve le spectacle, etc. Il y a eu les annonces effectivement d'un retour aux États-Unis. Je suis content qu'on retrouve Sebring parce que c'est quand même une course mythique et très importante. Maintenant, encore une fois, on est dans la transition. On a appris aussi la fin du GTE. Il y aura des GT3 au Mans, donc ça va peut-être redistribuer aussi certaines catégories, certaines limites. Donc, encore une fois, on ne sait pas trop où on va avec le WEC. Et j'ai l'impression que cette phrase-là, on l'entend depuis 3-4 ans. Et enfin, depuis le départ de Porsche. 2023. Allez, on va dire vivement 2023. Parce que là, on sait qu'il y aura un tel anniversaire à fêter que... et puis, alors on parle souvent de l'édition du siècle avec 98. J'espère que 2023 ou 2024 seront des éditions intenses et où les constructeurs répondront présents, notamment Peugeot, BMW, Cadillac et les autres. Et puis on retrouvera aussi Sébastien Bourdet, qui a été confirmé, je pense. Alors c'est chez Cadillac, je dis pas de bêtises. Non, chez Cadillac, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Navré, là j'ai eu un trou énorme, mais on verra. En tout cas, Le Mans va vers le mieux en espérant que la transition permette au championnat de survivre et qu'il y ait toujours de l'intérêt. Bref, merci Alpine d'être au départ. On enchaîne avec la partie checkered. On va conclure cet épisode qui dure depuis déjà une bonne quarantaine de minutes. Pour ma part, ce sera du BTCC et on commencera tout de suite cette dernière partie avec LFB, le supercar. C'est parti.
Tu nous emmènes, une fois n'est pas coutume, en Australie pour ton championnat de cœur, hein, le Supercars australien, avec encore une épreuve, un meeting en tout cas à disputer, avec ce quadruple header à Sydney. Voilà. Que s'est-il passé dans le grand duel historique entre Van Gisbergen et Whincup? Oui, si, c'est passé quelque chose, tu vas voir, assez important. Bon, je vais effectivement résumer les épisodes. Donc, 4 week-ends de suite à Sydney Motorsport Park, l'ancien circuit qu'on appelait Eastern Creek, pour ceux qui ne le sauraient pas encore dans le passé. Et ensuite, donc, on conclura la saison début décembre à Bathurst avec les 1000 km de Bathurst. Juste dans les péripéties du Supercars, il y en a toujours. Le fonds de pension qui possédait le Supercar a vendu ses parts. Hein, tu nous en avais parlé. Donc, il y a un nouveau propriétaire. Bon, on verra quelles sont les conséquences. Pour l'instant, c'est plus une signature formelle, mais il y a quand même un nouveau propriétaire du Supercar. Il y a un pilote qui ne s'est pas bien vacciné, parce que le Supercar, je pense, c'est le premier championnat à obliger les pilotes à avoir un passeport, ce qu'on appelle un passeport vaccinal, les 2 doses. Or, nous avons donc découvert que monsieur David Reynolds, qui n'est pas n'importe qui, tu connais au moins 2 noms. Bien sûr. Et David Reynolds, donc, n'était pas vacciné. Bien joué. Voilà. Donc, ça ne peut être qu'une volonté de sa part, comme d'autres sportifs, dont on a bien vu que même dans le monde du sport, tout le monde ne se vaccine pas forcément ça arrive en NBA, tu vois le poster derrière moi, voilà. Et dans d'autres sports, je pense qu'on serait assez surpris de voir que tout le monde n'est pas autant vacciné qu'on croit. Enfin bref, à Djokovic, on sait qu'il n'est pas vacciné. Oui, Djokovic, c'est vrai. Voilà, bon bref. Donc David Reynolds avait choisi de ne pas se vacciner, donc il a été exclu de tous ces meetings de Sydney Motorsport Park. Sa participation à Bathurst n'est pas encore certain parce que depuis il s'est quand même fait piquer 2 fois, oui. Mais tu vois, ça risque d'être un peu juste au niveau de la période où on considérait que c'est possible. Donc il y a eu cette petite péripétie. Et donc ça fait 3 week-ends de suite où on a 3 courses par week-end avec des formats légèrement différents, des horaires différents. Celui qui est en train d'éclater vraiment au grand jour, c'était déjà une future star, mais là, c'est Anton De Pasquale, donc celui qui littéralement remplace Scott McLaughlin. Oui, alors c'est lui qui remplace Scott McLaughlin chez DJR. Donc sur les 9 courses qui ont eu lieu sur les 3 premiers week-ends sur 4 de Sydney, il en a gagné 4. Bon. Et les pôles, il les signe aussi, il en a signé plusieurs, je ne sais plus combien, mais bon. Et à chaque fois, il y a au moins 3 dixièmes d'écart. Donc tu vois, à l'échelle du Supercar, c'est énorme. Bon. Mais il a repris énormément de place au classement, juste depuis. Non, alors il reste 6e. Il reste 6e au classement. Il n'est toujours pas dans le top 5 du championnat, mais il se rapproche de plus en plus de la 5e place. Cameron Waters, non, parce qu'il a eu, c'est ça, il a eu des mauvais résultats dans l'année. Il y a des fois il a abandonné, il y a des fois il a été pénalisé, il est parti du fond de grille et il n'a pas su toujours capitaliser aussi constamment qu'il aurait fallu. Mais en brillance pure, là je crois qu'effectivement on a un futur très très grand de la discipline qui prend de plus en plus position, on va dire, et qui donc a gagné là les 2 derniers meetings sur les 3 à Sydney. C'est lui qui a marqué à chaque fois le plus grand nombre de points. Bon. Mais la course a été surtout marquée, la dernière, celle de dimanche, la 28e de la saison, par la première victoire en carrière de Will Brown, qui est un jeune pilote de 23 ans, qui est pilote chez Erebus, là où il y avait David Reynolds il y a encore quelques temps. Et donc, quand même, c'est un signe. À 23 ans, il est le 82e pilote de l'histoire à gagner en supercar ou en tourisme australien. Et effectivement, ça fait quand même plusieurs meetings qu'on voit qu'il est solide et que ça monte en puissance. Donc, faut voir quel sera son degré de développement. Mais il y a peut-être un déclic et il y a peut-être un petit destin là qui est en train de s'écrire. Donc attention à Will Brown. Voilà, tu te souviendras que je t'en ai parlé aujourd'hui. C'était ici. Épisode, voilà. Et il a su résister surtout aux 2 fous furieux que sont Whincup et Van Gisbergen, qui dans les 5 derniers tours étaient juste derrière lui. Les 3 dans la même seconde. Donc il n'a pas gagné non plus par hasard. Il nous a fait une super résistance. Donc bravo à lui. Je t'avoue avoir regardé les highlights et effectivement, le highlight, c'était la moitié était dédié à ces 5 derniers tours qui étaient vraiment chauds. Et puis c'était impressionnant quand même. Il a résisté, mais sans trembler. C'était vraiment beau à voir. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette course? Je te la fais de nouveau courte. Dans les 10 derniers tours, Whincup était 2, il remontait sur Will Brown, mais surtout Van Gisbergen qui était 3, remontait sur Whincup et donc lui mettait la pression. Et donc, on a demandé à la radio à Whincup de laisser passer Van Gisbergen et Whincup a refusé de le faire. Bon. Et ça a dégénéré de manière à ce que Van Gisbergen tape
Ouais. le pare-choc arrière de Whincup, que Van Gisbergen tente une manœuvre de s'infiltrer à l'intérieur et que Whincup lui referme la porte au nez et que ça c'était aille beau, un petit peu large. Oui. Mais effectivement, dans ce genre de situation, on voit très bien que c'est pas normal. On comprend tout de suite que là, ça va au-delà de la bataille normale entre deux coéquipiers et à un moment donné, ça devient un peu grotesque parce que c'est évident que c'est pas ce qui doit se passer et qu'entre Whincup qui joue sa tête de mule, disons ça, et Van Gisbergen qui continue de le harcouiller, voilà, ils pouvaient très bien se mettre tous les deux. Ils pouvaient pas attendre d'être le patron l'année prochaine pour mettre un petit peu son grain de sel. Tu crois pas si bien dire, parce qu'effectivement, on a posé la question à Van Gisbergen, en sous-entendu, c'est parce que c'est votre futur patron que peut-être à un moment donné aussi vous dites rien, parce que Van Gisbergen n'a pas assassiné Whincup. Ils ont tous les deux globalement dit on va en parler entre nous. Ouais. Bon. Mais, belle gestion médiatique en tout cas en disant voilà. On va pas s'étaler, il avait le linge sale en public. Bon, écoute, il semble d'évidence que Whincup aurait dû laisser passer Van Gisbergen parce qu'effectivement Van Gisbergen était plus rapide. En plus, on lui a bien intimé l'ordre à la radio par le chef ingénieur. Bon, il a refusé de suivre cette recommandation et le fait est qu'ils n'ont pas gagné la course. On ne saura jamais si Van Gisbergen, s'il était passé tranquille. Est-ce qu'il aurait eu la vitesse ? Je pense que oui, franchement. Ouais, moi aussi. Parce que oui, Van Gisbergen, il est tellement dans une dynamique cette saison où il est un peu comme Hamilton ce week-end au Brésil. Pour vous comparer si vous ne suivez pas le Supercar, il était vraiment plus vite, mais plus à l'aise aussi. Depuis ce week-end, lors de ce troisième week-end. Et franchement, je me demande si le petit devant, il aurait vraiment pu résister plus facilement ou pas. Parce que Whincup, c'est deux styles un peu différents tout de même. Je trouve que Whincup est un peu plus posé. Pas sans être impressionnant, mais par rapport à Van Gisbergen qui est plus un fonceur vraiment, il aurait peut-être mis le coup de pare-choc au petit jeune qui aurait été déstabilisé et il aurait pu la gagner, je pense. Le fait qu'ils ont terminé dans la même seconde tous les trois, c'est vrai qu'il a laissé des plumes dans la bagarre, Van Gisbergen, c'est sûr, donc je pense qu'effectivement il pouvait effectivement gagner. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire aussi ? Whincup est un septuple champion de la discipline, c'est Monsieur Supercars. Il n'a plus que 2 meetings à vivre en tant que pilote officiel avant de devenir le patron de l'équipe la plus prestigieuse. Donc c'est une légende de son sport. Effectivement, on peut j'aurais fermé la porte aussi. Voilà. On peut admettre que Monsieur Whincup n'obéit pas à l'ordre de son équipe et que c'est patron fait de la résistance, c'est pas papy fait de la résistance. C'est ça. Mais il a toujours été un peu comme ça. Bathurst, il y a deux exemples où il n'a pas voulu suivre les consignes de son équipe. Ça lui a coûté 2 victoires à Bathurst. Donc il a toujours eu ce côté un petit peu tête de mule, un peu à l'australienne, parce que tu sais que là-bas les drapeaux bleus par exemple, ça n'existe pas, mais c'est révélateur. Oui. Tu vas te faire prendre un tour, tu résistes le plus possible au leader. Bon, donc les Australiens parfois ils sont un peu tête dure, un peu bornés, et Whincup a pu avoir parfois cette image. Mauvaise expérience dans le passé. Alors il le dit. Sur le moment, vous êtes gentil, mais c'est pas vous qui êtes dans les voitures, c'est pas vous qui êtes dans le feu de l'accident. Clairement. Il a raison. C'est facile de le voir de l'extérieur et de revoir 40 fois l'image. Quand t'es dedans, on a une fraction de seconde. C'est délicat. Donc c'est évident qu'il a eu une autre perception de la réalité. Maintenant, quelques déclarations, je pense quand même qu'il a compris que il avait été un peu gonflé. Un peu trop loin. Voilà. Mais c'est le patron, le futur patron. Oui, c'est ça, voilà. Écoute, fin de l'épisode Supercar. Donc il y a un dernier meeting le week-end prochain à Sydney encore. Et puis donc après ce sera le fête finale à Bathurst. Rappelle-nous les dates pour Bathurst. De mémoire, c'est le dimanche, le premier dimanche de décembre. Dimanche de décembre, pour nous c'est loin, mais pour eux ce sera au niveau des saisons, c'est l'inverse. Et alors, il y a une connerie monumentale pour finir. Il y avait une wild card qui avait été réservée à une association fabuleuse de Greg Murphy qui sortait de sa retraite et qui était associé à Richie Stanaway. Oh oui. Fabuleux. Oh oui. Bon, avec un sponsor qui mettait le sponsoring et les moyens. Et c'était l'équivalent d'une 3e voiture Erebus qui marche très bien, puisque donc Will Brown, dont je te parle, est un pilote Erebus. Eh bien, ça ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce que ces parano encore anti-Covid de la part de nos amis néo-zélandais et australiens font que les néo-zélandais, en fait, n'autorisent pas Murphy et Stanaway à sortir du pays, sauf à observer 2 fois une quarantaine.
Bon, et ben Murphy et Stanaway, ils ont aussi des obligations. Ouais, Ils ont aussi ailleurs, oui. ouais, et ils ont dit, bah non, on pourra Ça vaut pas pas la faire peine. 2 fois. Voilà, donc c'est annulé, tu vois. Tout ça parce que en Nouvelle-Zélande, ils sont encore en mode quinzaine, quarantaine, alors ils ont Attention, quelques dizaines attention, de hein, cas. le jour où vous allez voir ce Green White Checker dans Belgique, on a un conseil national et on Ah, tremble, on est comme ça pour le confinement, hein. Je pense oui, qu'en oui, c'est France, sûr. Non, non, mais avec ouais. le président Macron, ce sera la même, Oui, oui, le même son de cloche. il y a une vague là qui revient, on est d'accord, mais en Nouvelle-Zélande, honnêtement, c'est rien du tout, quoi. Mais ils sont encore en mode Allez, cas intransigeant, si tu veux. extrême. Bon, Ouais. bah on Allez, verra en vas-y, tout je cas ce que t'écoute. ça donnera. Bah oui, il me reste un petit mot à vous glisser, hein, si je puis dire, par rapport au BTCC. Alors vous le savez, LFB, sa petite Madeleine de Proust, ça a toujours été le Supercars. Eh bien moi, c'est le BTCC. Alors je vous parle de la finale qui a eu lieu sur le circuit donc de Brands Hatch avec les 3 dernières courses qui devaient attribuer le titre. Alors ils étaient encore plusieurs à pouvoir être titrés entre Sutton, Turkington, Cook et Ingram. Et Jake Hill peuvent encore, je pense, jouer aussi la gagne. C'était 4 ou 5. Et le meeting s'est déroulé donc en 3 courses. Et Mhm. finalement, on a eu droit à une démonstration de Honda avec les Civic qui, avec entre les balances de poids et les pénalités de poids pardon et le reste, se sont retrouvés devant déjà au niveau des qualifications et Mhm. surtout ont Mhm. réalisé 4 voitures dans le top 5 au niveau de la première Ah, course avec Josh Cook qui gagne la première course, donc la 28e manche de la saison, devant Senna Proctor, Gordon Shedden 3e, heureusement qu'il y a Tom Ingram qui est là 4e pour faire coucou, 5e Robotom, donc au niveau de Honda, le classement équipe et le classement constructeur, BMW s'est vu tomber vraiment en une course complètement parce que Turkington, je crois qu'il fait 7 ou 8, il est très très loin. Donc la première course, tapis rouge déroulé pour les Honda et c'était absolument magistral. Alors il passe la ligne d'arrivée à 3. Vraiment, tu aurais dit une photo finish du Mans, quoi. C'était vraiment ouais. rare en BTCC que ce soit aussi quadrillé au niveau des performances. L'avant-dernière course, Josh Cook en remet une couche, sans jeu de mots, mais il arrive à gagner la deuxième course devant Lloyd. Alors Lloyd avec la Vauxhall Astra, qui est une voiture qui est de nouveau soutenue par le constructeur en Angleterre. Mais c'est la surprise, Lloyd, deuxième, qui vient se mettre parmi toutes les autres. C'est-à-dire que, encore une fois, troisième Shedden avec la Civic. Turkington finit péniblement quatrième avec une BMW qui était nulle part ce week-end. La voiture dérapait dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment. On sentait qu'elle était compliquée à conduire, tu vois. Et lui et Mhm. ses équipiers, hein, c'était vraiment les deux BMW étaient impilotables. Et du coup, bah, Honda a continué à dérouler. Donc victoire de Cook, Shedden 3ème, Robotom encore une fois dans le top 5. Ça, c'est vraiment ce qui lui a permis de remonter un petit peu dans le top 10 au classement final. Je vous donnerai le classement final du championnat après. Et enfin, la dernière course, bah, il y avait encore duel entre Turkington, malgré tous les points qu'il avait marqués, et Ash Sutton avec l'Infinity. Et finalement, eh bien, c'est Sutton qui, de nouveau, remporte le Ouais. titre de champion d'Angleterre. Magnifique performance aussi pour Infinity. Donc, c'est le premier titre majeur de la marque. Alors, ils étaient sponsors de Red Bull hein, pendant longtemps en Mhm. Formule 1. C'était Infinity Red Bull parce que Renault et Infinity. Mais là, vraiment, c'est leur premier titre en sport auto et quel titre quand même, parce qu'en BTCC, c'est impressionnant de les voir autant dominer avec. Enfin, leur premier titre, on se comprend, mais je veux dire, c'est l'usine vraiment assumée que c'est le constructeur qui est derrière. Et donc, Sutton gagne la dernière course devant Robotom qui finit avec une deuxième place et Tom Ingram. Il y a eu de très beaux duels et c'était très bien. Jake Hill quatrième et Cook aura donc fait cinquième, ce qui veut dire que Cook fait premier, premier et cinquième. Ça l'aura Mhm. fait remonter au classement. Il passe Tom Ingram, il passe Jake Hill et il finit troisième. Donc le classement de la Mhm. saison, Sutton champion. Deuxième Turkington. Alors Turkington termine très très loin parce que Sutton 357 points. 306 pour Turkington. Ah ouais. Mhm. Josh Cook qui fait un week-end, il fait son week-end de l'année, il remonte troisième. Tom Ingram quatrième. Jake Hill 5ème, Gordon Shedden 6ème, Rory Butcher avec la Toyota officielle, puisque c'était la première année du Toyota Gazoo Racing Grande-Bretagne. Très belle saison pour Toyota en tant qu'usine. Ça fait longtemps, ils étaient plus venus, je pense. Alors de mémoire, Toyota c'était depuis les Carina, on est début des années 90 à l'époque, vraiment officiellement. Ensuite, Hayden Moffat qui avait fait aussi de belles performances, mais encore une fois, c'était un petit peu en arrière, c'était compliqué pour lui cette année avec la voiture dont il disposait. Robotom remonte 9ème devant Senna Proctor qui termine en 10ème place avec 206 points. L'année prochaine, on attend pas mal de petits changements. Une saison qui devrait être entièrement mise en place avec le public.
on a hâte que ça reprenne normalement, et surtout la revanche peut-être de certaines équipes. Alors on sait que Toyota va arriver avec plus de moyens encore l'année prochaine, ils étaient venus tâter le terrain, tu vois, cette année, quelques victoires, quelques belles performances, mais je pense que l'année prochaine on peut s'attendre à Toyota devant, avec des changements de pilote aussi, des transferts, mais généralement tu sais en BTCC, on se laisse tranquillement les fêtes, on met les pantoufles devant le sapin, tu vois, on est devant le feu, et en janvier on règle tous les contrats, et tout tombe sur 2 semaines entre janvier et février, et on a l'image, en tout cas l'organigramme de la saison qui se met en place. Donc une très belle saison, très disputée, j'ai eu l'occasion de suivre quasiment toutes les courses entièrement, même si parfois avec la F1 et tout, c'était compliqué, 3 courses par week-end tout le dimanche, difficile aussi de suivre ça en Europe, en dehors de l'Angleterre, mais vraiment le BTCC continue à me faire rêver. Alors on vous a promu l'IndyCar longtemps dans cette saison avec Green White Checkered, on y reviendra encore, la NASCAR aussi s'est conclue. Ouais. Mais voilà, en tout cas pour ma phase BTCC. Le WRC se conclut le week-end prochain. On aura Monza effectivement, donc on en reparlera dans 2 semaines. Voilà, dans le prochain, voilà, on conclura avec Monza. On sera en mode, on aura eu le Qatar. Ça ne sera pas dès la semaine prochaine, mais on pourra revenir sur les enseignements du Qatar. Peut-être les réactions également de Mercedes vis-à-vis de l'introduction du problème avec le WRC. Bon, on pourra aussi revenir sur une grande saison qui s'est terminée. Il y aura de quoi. Et pour terminer, du coup, c'est Kyle Larson qui est champion en NASCAR. Donc la jeunesse revient un petit peu aux avant-postes. On ne parle pas non plus beaucoup de Formule 1, mais on a eu des nouveaux sponsors, des nouvelles annonces. Moi, je suis ça d'un peu plus près. Donc Giovinazzi qui roulera, on l'a dit en début d'émission. Et d'autres annonces qui vont arriver. Vraiment, la seule déception, c'est que Nick De Vries va se retrouver encore en Formule 1 et pas en Formule 1. C'est dommage parce qu'il avait une bonne place chez Williams. Finalement, il n'aura pas le baquet. Donc, on verra de quoi sera fait les 2 semaines qui arrivent. En attendant, je pense qu'on va pouvoir conclure cet épisode qui aurait été une nouvelle fois très riche en débat. Merci LFB. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant la conclusion? Non, ça c'est pas que je veux pas, mais écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question. Oui. Donc, merci à toi, merci à vous, portez-vous bien. On est dans la dernière ligne droite de l'année 2021, effectivement, mais c'est intense à beaucoup de niveaux et donc, effectivement, on va se retrouver dans 15 jours pour continuer de débriefer tout cela. Voilà, portez-vous bien tous, surtout, c'est ça le plus important. Effectivement, la santé avec les fêtes qui arrivent, on va commencer à pouvoir sortir la saison des raclettes ici au mois de novembre. Personnellement, je vivrai mon anniversaire le week-end juste avant le prochain épisode, donc j'espère avoir récupéré au moment du tournage du prochain Green White Checkered. En tout cas, on continue. Sachez que désormais, tous les épisodes seront proposés ici sur la chaîne Max Full Pilote. Vous aurez en description l'ensemble de nos réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi ce qu'on évoque chaque semaine quand on se retrouve avec LFB, c'est-à-dire ces épisodes de l'Afterlap, ces débriefings avec ses consultants, Tristan Commandy ou en GT Guillaume Lafay qui parle aussi WRC. Bref, les épisodes continuent d'arriver, mais on essaie de centraliser donc sur cette chaîne désormais. Non pas que l'on se désintéresse ou qu'il y ait un souci du côté d'LFB, c'est juste que pour vous, savoir où nous trouver, ou suivre Green White Checkered toutes les 2 semaines, le mercredi, c'est ici que ça va se passer sur la chaîne de Max Full Pilote, mais la playlist et le reste sera toujours disponible. Allez voir ce que fait LFB sur sa chaîne l'Afterlap, c'est plutôt pas mal, le garçon est plutôt doué. Merci à toi, merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine, on se donne rendez-vous donc d'ici 2 semaines pour le prochain épisode. À la prochaine, salut. Ciao. Parfait, bon, t'as compris que je vais...